Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Direct Info. À la une de l'actualité ce mercredi 20 décembre, la fin du procès de Monique Olivier. Après 3 semaines de débat, le verdict est tombé ce mardi soir à Nanterre. L'ex-femme du violeur et tueur en série, Michel Fourniret, est condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité. Les premiers jours mouvementés d'Ève Gilles, sacrée Miss France 2024 samedi dernier. Depuis, sa coupe à la garçonne et sa minceur font l'objet de nombreuses critiques dans la presse et sur les réseaux sociaux. À quelques jours de Noël, la solidarité des associations, la Croix-Rouge notamment, se mobilise pour offrir de belles fêtes de fin d'année aux personnes isolées et précaires. Nous en parlerons dans ce journal avec notre invité Hugo Jeanne. Il a débuté le 28 novembre dernier. Le procès de Monique Olivier, 75 ans, s'est achevé ce mardi soir à l'issue d'une délibération très attendue. Accusée de complicité dans l'enlèvement, le viol et le meurtre de Marie-Angèle Domès, Johanna Parish et Estelle Mouzin, l'ex-épouse de Michel Fourniret est condamnée à la perpétuité. Retour en images sur cette dernière journée de procès avec Clément Lecomte. Je regrette tout ce que j'ai fait et je demande pardon aux familles. Monique Olivier, 75 ans, a pris la parole pour la dernière fois ce mardi. L'ex-femme de Michel Fourniret est notamment accusée de complicité, d'enlèvement, de séquestration et du meurtre d'Estelle Mouzin, 9 ans. Une affaire qui avait fait grand bruit en 2003. Je me souviens très bien de l'affaire Estelle Mouzin. On en a parlé pendant longtemps à la télévision et c'était très inquiétant. Je me rappelle beaucoup du gendarme qui avait dit « je suis persuadée qu'on la retrouvera ». Malheureusement, ils ne l'ont pas retrouvée. Ce lundi, le ministère public avait requis contre l'accusé la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans, une peine qui divise l'opinion. Je pense qu'il n'est pas normal qu'elle retrouve la liberté, parce qu'elle était vraiment complice, voire davantage, dans tous les crimes qui ont été commis par son mari. Pour moi, ça n'a pas de sens. Il vaudrait mieux qu'elle reste chez elle avec un bracelet de surveillance ou quelque chose comme ça, mais je ne pense pas que c'est elle qui continuera à perpétuer des horreurs de cette manière. S'il est coupable, oui, je trouve ça normal, 20 ans d'attente pour la famille, c'est terrible, quoi. Ils ont juste envie, à mon avis, d'avoir une réponse, quoi. Je trouve que c'est logique qu'elle soit condamnée, même à 75 ans. La Cour a tranché dans la soirée après de longues heures de délibération. Monique Olivier est condamnée à perpétuité. C'est la 4e Miss Nord-Pas-de-Calais couronnée en seulement 8 ans. Ève Gilles a été élue Miss France 2024 samedi dernier. Si elle se présente comme une femme forte et moderne, elle fait toutefois l'objet de nombreuses attaques sexistes en ligne. Une compétition de plus en plus contestée pour ces raisons sur les réseaux sociaux. Lisa Morin a recueilli vos réactions, regardez. C'est une institution. Chaque année, les spectateurs sont au rendez-vous pour élire Miss France. Depuis presque 100 ans, 30 candidates pour une seule élue. Pourtant, aujourd'hui, cette émission suscite des polémiques. Répond-elle aux avancées féministes ? Je ne vois pas forcément d'un très bon œil l'émission de Miss France. Pourquoi ? Parce que ça a tendance à déshumaniser un petit peu la femme, bien sûr à la voir sous un aspect uniquement corporel, de beauté. Moi, je ne m'occupe plus trop des critères de beauté. Je trouve que c'est un peu passé, surtout les critères qu'ils ont d'avoir une fille qui est très filiforme, qui doit être jeune, qui ne doit pas être mère, tout ça. Je trouve que c'est assez daté et je pense qu'il faudrait changer pas mal de choses dedans. Changer les critères de sélection, c'est ce que demandent de nombreux spectateurs. Selon ces passants, c'est l'engagement des Miss qui devrait être mis en avant, davantage que leur physique. Pour moi, la Miss devrait s'impliquer plus sur le côté social et le côté médical, surtout. Qu'une Miss, comme par exemple c'est Marine L'Orphelin, je crois, qui était médecin, ça c'est plutôt quelque chose de très positif parce que ça montre qu'une femme, c'est une personne qui est d'abord intelligente, qui est plutôt sur des causes sociales et qui ensuite a quand même des critères de beauté qui sont importantes dans notre société. Il faut que toutes les femmes s'impliquent dans quelque chose de positif, surtout à l'heure actuelle, avec tout ce qui se passe dans le monde, que de voir ces paillettes et ces différences de taille. Et c'est plus à la mode, disons, c'est plus d'actualité du tout. Le programme n'est pourtant pas prêt de s'essouffler. Il a encore rassemblé dimanche plus de 9 millions de téléspectateurs.
Autre fléau qui touche les femmes, la dépression postpartum. Selon le récent rapport de Santé publique France, près de 2 mères sur 10 présentent des signes d'anxiété, de dépression, voire des pensées suicidaires 2 mois après leur accouchement. Une pathologie peu connue qui a toutefois de graves conséquences sur le développement de l'enfant. Léo Gatineau est allé à la rencontre d'une pédopsychiatre. Regardez. Bonjour, je m'appelle Christelle, je suis infirmière au centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson. Je travaille dans une unité d'accueil parents-enfants. C'est une unité plus précisément qui reçoit des mamans et des bébés parce qu'elles ont des difficultés à établir des liens mère-enfant, la plupart du temps à cause d'une pathologie psychiatrique comme la schizophrénie, la bipolarité ou la dépression du postpartum. La qualité principale, et surtout en psychiatrie, c'est l'empathie. L'empathie, c'est-à-dire comprendre ce que ressent l'autre sans le ressentir nous-mêmes. Toute la nuit, on assure donc les biberons des enfants qui ne font pas leur nuit. On pallie aux pleurs, on fait les commandes de pharmacie, voilà. J'ai un parcours qui est assez complet puisque j'ai fait de la pédopsie donc avec les enfants, la psy adulte. Aujourd'hui, je suis dans la relation mère-bébé. Et voilà, je pense que j'ai acquis l'expérience nécessaire pour prendre le recul et pour continuer à aimer ce que je fais et continuer sur cette voie. Afin de prévenir tous les risques à l'égard de ces nourrissons, la Croix-Rouge propose elle aussi des formations gratuites pour apprendre aux parents les gestes de premier secours. Reportage de Gabriel Calais. Alors, je m'appelle Karine Wagner, je suis bénévole à la Croix-Rouge française de Paris. Je suis secouriste mais également formatrice de premier secours, c'est-à-dire que j'enseigne les gestes de secours au grand public. Alors, l'intérêt d'avoir un stand qui propose des initiations au premier secours sur un salon comme le salon Baby, c'est justement de sensibiliser les parents à la prévention des accidents domestiques, mais aussi aux gestes à pratiquer en urgence quand leur bébé peut avoir soit un arrêt cardiaque ou alors une obstruction des voies aériennes. Sur le stand Croix-Rouge, nous proposons des initiations au premier secours d'une durée de 40 minutes qui s'articulent en 2 temps. Un premier temps où nous leur présentons la prévention aux accidents domestiques et ensuite nous leur montrons des gestes de premier secours, à savoir l'obstruction des voies aériennes, comment pratiquer une PLS et comment pratiquer le massage cardiaque et l'utilisation du défibrillateur. Ensuite, les participants se mettent en atelier pratique où ils vont eux-mêmes, sur des mannequins, repratiquer les gestes pour pouvoir apprendre sur l'obstruction des voies aériennes et le massage cardiaque. Tenez bien, on va isoler votre vous allez repérer. Je suis venue ici sur le salon exprès pour la Croix-Rouge, aussi pour les autres stands, mais je savais qu'ils étaient présents et donc pour moi c'était important de pouvoir faire cette petite initiation rapide ici directement. Hugo Jeanne, bénévole à la Croix-Rouge depuis 2021, va nous rejoindre tout de suite sur ce plateau. Je vous l'avais promis, nous allons parler de ces gestes de premier secours auprès des nourrissons. Bonjour Hugo. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous rappeler l'importance de ces gestes de premier secours ? Alors en effet, les gestes de premier secours sont essentiels dans la vie de tous les jours. C'est d'ailleurs dans le cadre familial qu'arrive le plus d'accidents. Il faut savoir par exemple en cas d'arrêt cardiaque que 10 secondes de massage équivaut à 10% de chances de moins en survie. Donc les gestes de secours sont essentiels pour la vie de tous les jours et nous proposons à la Croix-Rouge un grand nombre de formations qui permettent donc de se former et d'être confiant en cas de situation d'urgence. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler maintenant de la Croix-Rouge d'une manière générale, puisque le volet formation, c'est l'un des volets de la Croix-Rouge, mais en fait, elle agit sur différents axes très différents tout au long de l'année. Est-ce que tu pourrais revenir avec nous sur ce point? Bien sûr. Il faut savoir que la Croix-Rouge française a sur le territoire en France environ 150 activités qui sont rangées, on va dire, dans 3 grandes catégories. On a les actions sociales, donc c'est toutes les actions qui ont pour objectif de lutter contre la précarité, l'isolement, à travers des maraudes, à travers des aides alimentaires, vestimentaires. On a également le secourisme qui consiste à faire des postes de secours, notamment sur des événements culturels, des événements
événements sportifs, et apporter secours également aux personnes à travers des gardes en renfort des pompiers de Paris ou du SAMU. Et puis nous avons également la formation dont on parlait juste avant, où l'on propose donc un grand nombre de formations, un grand catalogue pour tous les types de publics, hein, les enfants, les adultes, voilà. Et toi, quel est ton rôle justement dans tous ces projets? Alors, je prends part dans différents types d'actions, notamment la communication. C'est une activité qui est un petit peu moins connue à la Croix-Rouge et pourtant elle est essentielle, à la fois pour communiquer en interne auprès de nos bénévoles, mais aussi en externe auprès du grand public à travers les réseaux sociaux. Donc ça nécessite la création de contenus, de photos, de vidéos, d'éléments, des visuels, des affiches. Et puis à côté de ça, je fais également du secourisme. Je suis équipier secouriste à la Croix-Rouge. Donc ça consiste à apporter secours en équipe avec donc une équipe notamment de 4 personnes, dont un chef d'intervention. Nous sommes formés de la même manière que les pompiers en termes de compétences et en termes de matériel. Et notre objectif est de stabiliser l'état d'une victime avant de la transporter à l'hôpital. Et j'aimerais revenir avec toi sur une période qui nous intéresse particulièrement en ce moment, c'est la période des fêtes de fin d'année, une période où la solidarité s'accroît du côté des donateurs et où les associations veulent agir, puisque c'est important pour ces associations de ne pas laisser les personnes, je le disais, isolées, fragiles, précaires, toutes seules. C'est un moment où on veut réunir les gens, où on veut faire en sorte qu'ils passent de bons moments. Je sais que tu as pris part à l'organisation du réveillon, notamment de Noël. C'est une organisation qui débute très tôt dans l'année. Et en fait, c'est la première fois que le réveillon est organisé depuis le Covid, en fait. Vous aviez cessé de le mettre en place en raison de la crise sanitaire. Alors exactement, moi je vais vous donner plus d'informations sur le réveillon Noël que la Croix-Rouge française à Suresnes organise. Donc c'est une soirée qui se déroule donc le 24 au soir, lors de laquelle on accueille 80 seniors âgés de plus de 65 ans qui sont en couple ou seuls et qui souvent sont isolés parce que leurs familles sont à l'étranger, voyagent, partent en vacances. L'idée c'est de les accueillir pendant cette soirée et de leur proposer déjà un repas festif, un repas de Noël, mais également un spectacle, une soirée dansante, des cadeaux et vraiment un beau moment à passer. C'est une activité qui se déroule en fait, en plus d'être présente, d'avoir lieu le 24, elle se déroule en fait sur toute l'année puisque du point de vue logistique, nous avons besoin de trouver un traiteur, nous avons besoin de trouver des financements, de trouver les cadeaux et donc on commence dès le début de l'année finalement à réaliser cette activité qui n'a pas eu lieu en fait depuis la crise sanitaire pour des raisons évidentes de sécurité vis-à-vis des seniors. Et donc on a beaucoup de personnes âgées qui sont très heureuses d'avoir de nos nouvelles et de pouvoir participer de nouveau à cette activité, à cette soirée festive. Un coup de flotte. Allez-y, prenez le verre est vide. Il ne faut pas oublier aussi de boire de l'eau. Hein. Je travaille à Casa Delta 7, ça va faire 1 an. Nous sommes un accueil de jour. Le travail consiste à accueillir les personnes en situation de vulnérabilité, qui ont aussi des pathologies et il y a des personnes en situation de handicap. Et on baisse les bras, on expire. Alors, moi je suis accompagnant éducatif et social, après l'obtention de 14 mois de formation couronnée par un diplôme. Donc j'ai atterri à Casa Delta. En ce qui concerne le travail, on a une équipe pluridisciplinaire, on a tous un objectif, maintenir au maximum ces personnes qu'on accueille. Les 2 variantes de la structure, c'est le travail sur la motricité et sur la mémoire. Donc la gymnastique douce fait partie de la motricité. On va venir hausser les épaules, les 2 en même temps, et on abaisse. En termes d'effets bénéfiques, il faut qu'on sache tous que déjà, c'est des personnes, au fur et à mesure de l'avancement de la maladie, ils vont perdre en autonomie. Donc le travail aussi, c'est de ralentir un peu l'avancée de la maladie. Oh, vous pouvez garder vos chaussures. Voilà, alors. Et on est beaucoup dans la pédagogie parce que ce n'est pas des enfants, on ne les infantilise pas, mais il faut expliquer. Il faut expliquer et puis il faut jouer la transparence avec eux.
L'isolement relationnel, c'est un autre sujet dont les associations se saisissent. Alors, nous venons de le voir. C'est tout aussi important puisque ce qu'il faut savoir, c'est que cela concerne majoritairement les personnes âgées. Ce sont elles qui sont le plus victimes d'isolement, 5 fois plus exactement que le reste de la population selon l'INSEE. Nous avons vu donc des centres de santé qui leur étaient dédiés. Pourquoi c'est important, Hugo, dans un pays où il y a un vieillissement de la population, de prendre soin justement de nos aînés, de faire en sorte qu'ils soient en fait autonomes le plus longtemps possible finalement? Alors c'est un enjeu très important pour la Croix-Rouge de prendre en charge les seniors. Et en fait, pour ajouter des détails à votre question, je vais parler du programme Ensemble qui a été développé par la Croix-Rouge dans les Hauts-de-Seine il y a quelques mois à peine, fin d'année 2022, dont l'objectif est de lutter contre toutes les formes d'isolement social qu'on peut avoir, notamment sur le département des Hauts-de-Seine. Donc on peut avoir l'organisation d'appels de convivialité, notamment pour les seniors. Ça rejoint notre idée aussi des fêtes de fin d'année. Mais on peut aussi avoir des véhicules qui apportent une aide juridique, ou du moins administrative ou médicale auprès de personnes sans abri qui n'auraient pas les moyens de trouver l'aide, d'accéder aux aides dont ils ont le droit. Voilà, le programme Ensemble, c'est vraiment l'idée d'apporter une aide et de lutter contre l'isolement de toutes les populations en France, notamment des seniors. Et c'est vrai que l'isolement, c'est une question particulièrement complexe puisque tu le disais, il faut les appeler. Parfois, c'est des personnes qui ne sont pas forcément connectées aux outils digitaux. Justement, c'est là l'enjeu aussi, c'est de les identifier parce que par définition, ils vont peut-être pas venir se manifester. Il peut peut-être y avoir aussi une forme de honte parfois, de dire que je suis tout seul, j'ai besoin d'aide. Donc du coup, tu me parlais d'une liste, d'un recensement parfois des villes qui en fait identifiaient ces personnes et finalement vous avez un droit d'accès à ces listes. Exactement. Alors par exemple pour l'organisation de notre soirée du 24 décembre, on a fait appel à la mairie de Suresnes pour ces listes à travers le Conseil communal d'action sociale, le CCAS, qui est en capacité d'identifier les personnes qui sont isolées, notamment les personnes âgées. Et cela nous aide beaucoup à constituer ensuite nos aides et à adapter finalement les actions qu'on fait pour le bon public. Notamment ici avec les seniors qui ne sont pas forcément connectés et pour Noël, il a fallu faire des appels téléphoniques, envoyer du courrier pour s'assurer que tout le monde soit au courant de cette soirée du réveillon et on est passé un petit peu par tous les biais de communication possibles. Alors une soirée que tu as eu la chance d'organiser, mais par contre à laquelle tu n'iras pas, à laquelle tu ne participeras malheureusement pas. Alors c'est vrai que c'est aussi ça la Croix-Rouge, c'est qu'on peut participer à des projets sur plusieurs mois, apporter notre aide avec nos compétences et puis le jour J, l'activité, on n'est pas forcément présent pour l'activité, mais je souhaite souligner qu'on a eu un élan énorme de solidarité pour cette soirée. On a eu presque trop de bénévoles et de gens qui étaient intéressés pour venir nous aider par rapport aux besoins qu'on avait. Et c'est toujours un plaisir de voir que la solidarité existe, notamment en cette période de fête, et qu'on est capable d'accueillir 80 personnes âgées un soir de Noël bénévolement. Oui, parce que tu me disais que c'était 80 personnes âgées, 40 bénévoles, donc ça fait à peu près 120 personnes à qui la soirée est complètement offerte, ce qui veut dire que ça représente quand même un coût, donc à un moment donné, il faut limiter effectivement le nombre de convives. Tu me parlais d'à peu près une somme de 30 000 €, parce que tu l'as dit, il y a de nombreux prestataires, la nourriture, le photographe, les transports aussi, parce que vous allez chercher ces personnes et vous les ramenez chez elles, parce que bien évidemment, elles ne peuvent pas toutes se déplacer de manière autonome. C'est une récolte de fonds que vous avez donc uniquement de vos donateurs ou c'est aussi de l'argent peut-être, je ne sais pas, d'entreprises, de mécénat? D'où viennent ces sources de financement? Alors, il faut savoir que la Croix-Rouge française n'a pas officiellement de subvention de l'État chaque année. Alors, nous avons parfois des partenariats et même très souvent avec les communes qui nous font des subventions ou qui nous aident sur les loyers de nos locaux. Mais nous n'avons pas une aide constante de l'État. Donc, en fait, ce qui fait notre principe d'indépendance en tant qu'association. Et donc, nos dons, ils viennent principalement des journées nationales qui ont lieu en fin mai, début juin, lors desquelles, pendant un peu plus d'une semaine, nous sommes présents dans la rue avec des troncs pour collecter de l'argent auprès
auprès de la population. Et c'est notamment ces fonds qui nous servent à en partie financer ces activités de Noël qu'on peut avoir, même si nous avons également après des partenariats, des mécénats qui nous aident à compléter les fonds restants. Bon, bah maintenant, quand on vous croisera des fois à la sortie des métros ou autre, on pensera à bien participer, à donner de l'argent parce qu'on voit dans quel type d'événement cet argent peut aller. Merci beaucoup Hugo. Merci à vous. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve dès demain, je l'espère, pour de nouvelles actualités sur Direct Info. À très vite.